On veut accueillir Célia. Célia est une journaliste, une jeune femme, une amie aujourd'hui. Une jeune femme extraordinaire, très ouverte, très curieuse. Et surtout très, comment dire, très touchée par ce qui se passe et par le respect du vivant. Elle a un parcours qui a toujours, je veux dire, répondu à ses aspirations. Tu as travaillé dans le domaine politique, aujourd'hui, tu fais différentes enquêtes. Donc nous allons t'accueillir sur scène. Alors, je voudrais, avant qu'elle arrive sur scène, préciser, elle a eu la gentillesse de nous accueillir avec Benjamin chez eux. Moi, ce qui m'a vraiment le plus touché, c'est leur gentillesse vraie. Ils ont une gentillesse vraie. On sent que ce sont des gens de paix, qui aspirent à la paix et qui prônent la paix. Et j'ai vraiment passé un moment délicieux, même s'il a été trop court, mais j'ai vraiment passé un moment délicieux avec eux. C'était un vrai régal. Et en plus, ils ont une petite fille adorable. Voilà. Et donc on accueille Célia sous un tonnerre d'applaudissements. Alors Célia, de quoi tu vas nous parler ? Alors je vais vous parler de différentes choses. Je vais vous parler, et une fois n'est pas coutume, un petit peu de mon parcours personnel, parce que c'est quelque chose que je fais jamais, parce que j'interviens de temps en temps dans des conférences, des colloques, ça peut être sur des matières très précises comme le droit de l'environnement, le droit des OGM, des choses assez carrées, ou sur les animaux. Donc là, ça va être un petit peu comme raconter une histoire, mon histoire, pour montrer comment une personne lambda peut évoluer avec l'information qu'elle va recevoir un petit peu partout pour agir en conséquence, c'est-à-dire adapter son mode de vie à la société d'aujourd'hui. Donc voilà ce que je vais dire aujourd'hui. D'accord. Alors, on te laisse ce micro, ou tu préfères être en mobile ? Oui. Oui, tu préfères ? D'accord, donc on te laisse celui-là. Alors, comme annoncé, je vais commencer à parler un petit peu de moi. Donc, quand j'étais une petite fille, j'ai toujours été très très attirée par les animaux. Je sais pas, ma famille n'était pas forcément très proche des animaux. Enfin, mes parents aimaient bien, mais sans plus. Et j'ai eu une passion dévorante pour les chevaux assez tôt. Et à tel point que quand j'avais 8-9 ans, je me souviens très bien de vouloir me balader en forêt en pensant que j'étais un cheval. C'est-à-dire que je courais je sautais au-dessus des troncs de bois. En fait, je pensais que je pouvais me transformer en cheval. Et je crois que c'est de là que me viennent en fait mes premières sensations altruistes, parce que pour moi, l'altruisme, Bruno en a parlé tout à l'heure, on a essayé de définir un petit peu ce que c'était, mais pour moi, ça a toujours été de se mettre à la place de l'autre, de se dire, mais qu'est-ce que ça fait si je me mets dans le corps de l'autre, dans les chaussures de l'autre, ça c'est une expression en anglais, in the shoes of, pour savoir ce qui vit, ce qu'il ressent par rapport à moi qui suis différente. Donc quand j'étais petite, j'essayais comme j'aimais beaucoup les chevaux, je me dis mais tiens, qu'est-ce que ça fait ? Alors je galopais. Alors je sais qu'aujourd'hui sur internet, il y a des vidéos assez loufoques de personnes qui s'amusent à sauter des obstacles et à faire semblant d'être un cheval, et je vois ça existe aujourd'hui. Je me dis j'aurais été championne si ça avait existé à mon époque. Donc j'ai toujours été attirée par les animaux et j'ai toujours voulu les soigner. Je souhaitais être vétérinaire, mais j'étais vraiment nulle en maths. C'était une catastrophe. C'est comme s'il y avait une partie de mon cerveau qui n'était pas fait pour comprendre les fractions, enfin tout ce qui concernait les maths, ça ne marchait pas chez moi. Donc par contre, j'aimais beaucoup faire des rédactions, des dissertations, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'aimais écrire. Donc je me suis dit, je vais faire plutôt quelque chose de littéraire ou qui se rapproche. Donc j'ai fait des études de droit pour faire plaisir à mes parents, il faut être honnête, parce que j'avais pas beaucoup d'idées à 17 ans de ce que je voulais faire. Et je m'étais dit, ça pourrait peut-être éventuellement m'aider à défendre ceux qui ont besoin d'être défendus.
Donc j'ai fait des études de droit, très carrées, bien comme il faut. J'ai préparé le concours d'avocat après un DEA de droit de l'environnement. Mais quand j'ai fait des stages dans des cabinets d'avocats anglo-saxons, j'ai un peu été confrontée à la réalité de ce métier qui était quand même assez complexe. Et surtout, je me souviens d'une scène qui m'avait marquée. Je voyais un collaborateur, donc un jeune avocat qui essayait de faire ses armes, la tête entre les mains en pleurant un soir. Il était 21 heures passées, il était toujours là. Moi, je devais faire des photocopies ou des choses passionnantes. Et je le voyais pleurer en me disant, j'ai une petite fille de 4 mois et je ne l'ai pas vue depuis qu'elle est née. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais c'est horrible comme vie. En fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Je trouve que c'est dur et la vie, c'est pas fait pour travailler comme ça, sans pouvoir être heureux et voir ses enfants. Donc, j'ai finalement opté pour autre chose. Je suis partie de ces cabinets d'avocats et puis je suis rentrée dans une maison d'édition juridique qui était très, très sympathique, où je gérais des collections en droit de l'environnement, donc en droit de l'eau, droit des déchets, droit de l'environnement industriel. Donc c'était assez précis, mais ça m'a permis quand même d'avoir un statut de journaliste au bout d'un moment, parce que je m'occupais d'une revue, le bulletin du droit de l'environnement industriel. C'était pas très rigolo, mais en tout cas, ça m'a donné envie d'écrire. Et puis progressivement, j'ai fait des formations dans des écoles de journalisme à Paris pour pouvoir vraiment apprendre ce métier. Et j'ai fini par quitter, au bout de 6 ans, mon premier emploi pour écrire comme journaliste dans des magazines environnementaux. Et après, j'ai intégré une société pour être reporter et vraiment continuer ce sujet. Et c'est là vraiment que je me suis aperçue que déjà, on parlait pas assez d'environnement, et pourtant les textes étaient là. On essayait de sensibiliser avec différents articles sur tout ce qui concerne les déchets, la pollution de l'eau, la chute de la biodiversité. Et moi, ce que j'écrivais, mais personne ne lisait. Enfin, tout le monde, vraiment, ça faisait pas les grands titres des journaux. Et je me disais, mais c'est fou, c'est tellement important. Comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, on soit encore à préférer parler je sais pas, de violence, de guerre, plutôt que de survie de notre planète. Ça me semblait quand même assez aberrant. Donc bon, j'ai compris quand même pas mal de choses en travaillant aussi dans des associations environnementales en même temps pour me sensibiliser. C'est là que j'ai fait un petit peu la rencontre de différents militants de la cause environnementale et par extension de la cause animale. Et en 2009, j'ai vu un film dans le cadre de mes différentes activités qui s'appelle Earthlings. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, donc Earth comme terre en anglais, Lings à la fin. Et ça m'a complètement bouleversée. C'est un film qui montre en fait plein d'images de la souffrance animale dans le monde. Donc il y a de tout. On voit des taureaux dans des corridas, on voit évidemment du bétail qui va à l'abattoir, des choses horribles, un petit peu ce qu'on voit maintenant plus grâce à des associations comme L214 ou d'autres qui filment la vérité. Et ça m'a vraiment fait ça m'a fait comme un électrochoc. Et j'ai été absolument incapable de remanger un bout de viande après l'avoir vu ce film. J'étais vaccinée, c'était impossible, ça me dégoûtait. Et donc voilà, j'ai pris cette décision de plus manger d'animaux parce que j'ai vraiment fait le lien et je me suis dit c'est fou quand même que de ne pas avoir fait finalement plus tôt ce lien-là entre ce que j'avais dans mon assiette ou ce que j'achetais au supermarché et ce que ça représentait, ce que c'était qu'une tranche de jambon, ce que c'était qu'un morceau de poulet, j'en mangeais avant. Et bref, donc ça a été un grand électrochoc. Et alors, bon, ensuite, pour revenir un petit peu après, j'ai dû un petit peu ouvrir mon esprit ou ma conscience à ce moment-là, parce que j'ai eu une série de choses pas très drôles qui me sont arrivées par la suite, une série d'embûches personnelles qui ont fait que je me suis un petit peu confrontée à la souffrance pour comprendre certaines choses. Et ça renvoie à ce que disait Bruno tout à l'heure, il n'y a pas de prise de conscience sans souffrance. Et je pense que ça a été un premier pas vers une prise de conscience de plus de choses qui me dépassaient un petit peu.
Et donc après ces embûches, j'ai été un petit peu forcée d'aller explorer des alternatives à ce qu'on connaissait habituellement pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Et j'ai fait des séances d'hypnose pour lever des blocages. J'étais sur le conseil d'une collègue journaliste qui m'avait dit essaye, c'est extraordinaire. Et c'est la première fois que j'ai compris que, en fait, on était un peu plusieurs là-dedans. Il y avait effectivement un corps physique, mais il y avait aussi autre chose. Il y avait un corps qui était un peu moins physique, un peu plus éthérique, et une conscience. Et j'ai compris qu'on pouvait effectivement parler à l'inconscient aussi. Et donc, ça a été absolument fantastique de voir à quel point c'était efficace pour lever des blocages. Pour moi, ça a été une porte d'entrée qui m'a permis de lever un petit peu le coin du voile. Et ça m'a permis d'un coup de vouloir encore aller un petit peu plus loin dans mon cheminement personnel et professionnel. Donc à cette époque-là, j'avais changé de métier. J'étais passée de journaliste, j'étais passée assistante parlementaire, attachée de presse au Parlement européen. Musique. Et c'était un métier qui était assez difficile parce que fallait vraiment faire tout et n'importe quoi pour une élue qui travaillait beaucoup, et je trouvais qu'il y avait des aspects de ce métier qui me plaisaient pas trop. Et je voulais changer de vie, mais je savais pas comment. Donc grâce à une deuxième séance d'hypnose, j'ai décidé d'arrêter tout ce que je faisais, de pas reconduire mon contrat pour 5 ans et de me lancer dans un projet qui était un petit peu fou, c'est-à-dire je voulais apprendre à parler aux animaux. Alors évidemment, ma famille, mes proches m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quand on est juriste, cartésien, cohérent, enfin on s'intéresse pas à des choses comme ça qui sont presque un petit peu ésotériques. Et j'ai découvert ce que c'était que j'ai fait des stages pour apprendre la communication animale, la communication intuitive avec les animaux. Donc aujourd'hui on en parle un petit peu. Bon, il y a un petit peu de tout, mais moi c'était important de comprendre ce que c'était dans le vivant de l'intérieur. Donc j'ai fait des stages avec une vétérinaire qui apprenait un peu aux autres la technique, parce qu'il y a une technique, et c'est là que j'ai un petit peu appris aussi la méditation et toutes ces choses-là, et ça m'a encore ouvert des portes vers des choses complètement insoupçonnées. Et donc là, c'est vraiment là que je peux dire que le voile s'est un petit peu levé pour passer à autre chose, en me disant, bon, d'accord, je comprends que pendant beaucoup d'années, j'étais un petit peu comme un cheval avec des œillères, je me rendais pas compte de beaucoup de choses. Et hop. Voilà, c'est mon cheval. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'avais la chance d'être accompagnée par des amis animaux à côté de moi qui étaient là, mais je ne savais pas trop comment ils étaient arrivés. Donc là, c'est mon poney qui est arrivé complètement par hasard dans ma vie. C'était un cheval qui était premier à l'abattoir. Sur un coup de tête intuitif, j'ai décidé de le prendre, alors que j'habitais à Paris, j'avais pas du tout de structure pour le prendre. Mais c'était une urgence absolue, et j'ai compris des années après pourquoi est-ce que ce cheval était rentré dans ma vie. Et donc, grâce à la communication avec les animaux, donc j'avais mon poney, mon chat, Maou, qui m'a complètement guidée aussi vers des horizons que je soupçonnais même pas. Et enfin, dernièrement, ma chienne, Chanty. Donc, j'avais envie de les présenter ici parce que ce ne sont pas pour moi des animaux, ce sont vraiment des amis, d'autres personnes non humaines qui m'accompagnent, sont des membres de ma famille. Et donc, j'ai pu, grâce à mon cheminement personnel et à l'accompagnement de mes proches humains et non humains, comprendre certaines choses, et j'ai aussi envie maintenant de les partager et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire maintenant quand on a la chance d'avoir une prise de conscience, comment est-ce qu'on fait après pour partager. Donc je voulais rentrer un peu dans le sujet de cette conférence. Donc pourquoi est-ce que c'est bien, ce serait mieux d'être altruiste avec le vivant. Je ne vais pas vous faire l'affront, parce que je pense que dans cette salle, vous êtes quand même assez nombreux à être informés et à être conscients de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Mais voilà, on a quand même des sources assez récentes, avec le dernier rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, donc l'IPBES, qui est sorti très récemment. Donc
les journaux en ont parlé, les télévisions en ont parlé, ce qui aurait peut-être pas été le cas il y a 10-20 ans parce que c'était pas un sujet qui faisait la une. Alors je ne sais pas si je suis dans une bulle et j'ai l'impression qu'on en parle plus, mais quand même, il me semble que maintenant c'est difficile d'ignorer ce qui se passe. On a quand même atteint un taux d'extinction des espèces sans précédent. Donc ça, ce sont les termes du rapport. C'est-à-dire que jamais on a connu ça depuis qu'on est là. Le tissu du vivant de la Terre essentiel et interconnecté se réduit, il s'effiloche de plus en plus, et on sait très bien pourquoi, parce qu'on est de plus en plus nombreux, on prend de plus en plus de place, et il y a une sorte d'égoïsme qui fait que il faut construire, il faut bétonner, il faut repousser encore et toujours les animaux sauvages qui étaient là, qui n'ont rien demandé, et on empiète sur leur territoire. Donc c'est vraiment une menace maintenant directe pour le bien-être de l'humanité. Alors je parle d'humanité parce que nous, humains, on est les premiers concernés. Bien sûr, les non-humains aussi à côté de nous, parce qu'ils dépendent maintenant de nos actions, de nos actes. Mais la Terre elle-même, la planète, l'environnement, on sait que quand on la laisse un peu tranquille, quand on lui fiche la paix, il ne suffit pas grand-chose pour qu'elle reprenne ses droits. Les plantes, elles repoussent quand on arrête de les tuer par des herbicides et autres. Donc on sait que la planète en tant que telle, elle s'en remettra. Nous, on ne sait pas. Donc pour l'instant, il faut quand même essayer d'être positif. Je ne vais pas trop m'appesantir sur la situation aujourd'hui, parce que l'idée, c'est pas de se plomber le moral, mais d'essayer de trouver des solutions. Donc on sait qu'il faut des changements transformateurs, donc je mets toujours entre guillemets parce que c'est tiré du rapport, qui sont nécessaires pour restaurer et protéger la nature. Il faut déjà commencer à un peu réparer ce qu'on a cassé, et après essayer de la maintenir. Et bien sûr, les intérêts particuliers, donc notre petit confort individuel à tous, nos petites habitudes doivent être dépassés pour le bien de tous. Donc c'est là que l'altruisme prend tout son sens, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre en ayant besoin, par exemple, ce que disait tout à l'heure Anissa, c'est vrai, on ne va pas vivre comme si on avait une planète, ou une, deux, trois planètes, parce que nous, pays occidentaux, on abuse par rapport à d'autres pays qui ne sont pas aussi gourmands que nous en énergie ou en autre. Donc évidemment, tous les domaines sont concernés, que ce soit l'agriculture, évidemment en premier lieu, la façon de traiter la terre, la foresterie, la façon dont on coupe les arbres. On va regarder ce qui se passe au Brésil en ce moment avec Bolsonaro, c'est pas très rigolo. Les écosystèmes marins, mais je ne vais pas m'étendre dessus parce que évidemment Lamia va vous en parler. L'eau douce, les zones urbaines, l'énergie, les finances, en fait tous les secteurs sont concernés, il faut tout revoir et changer complètement de paradigme. Alors, je ne voulais pas m'appesantir sur le constat pour essayer de voir déjà encore ce qu'on peut faire. Et là, c'est une photo qui a été prise en Belgique, au bois de Halle. C'est un bois merveilleux. Au printemps, le sol est couvert de magnifiques fleurs bleues, et il y a des petites bulles comme ça qu'on peut se réserver en disant c'est vrai qu'il y a encore des endroits qui sont assez féeriques. Et moi, j'ai envie que ma fille continue de les voir plus tard, et qu'on arrête notre élan destructeur. Alors, est-ce qu'il faut parler vraiment d'effondrement, parce qu'on parle beaucoup avec les collapsologues de la fin de notre civilisation thermo-industrielle. Donc l'année dernière, à la Journée mondiale de l'altruisme 2018, donc vous avez eu Pablo Servigne qui était venu en parler. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que ces spécialistes ont pu écrire. Donc on a Jared Diamond ou Yves Cochet chez nous en France qui alertent depuis longtemps et qui parlent d'effondrement, qui n'ont pas peur de ce mot, en disant oui, ça va être la fin de notre civilisation telle qu'on la connaît. Donc, est-ce qu'il faut arrêter d'en parler parce que c'est trop anxiogène et que ça stresse tout le monde et que c'est pas une bonne solution? Est-ce qu'il faut continuer? Moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas. Moi, en tant que journaliste, j'informe, je donne des faits, des chiffres, en disant voilà, ça c'est une réalité. Il y en a qui vont essayer de la distordre, de dire non, on va la minimiser, c'est pas si grave que ça. Mais moi, je pense que c'est important de couper les sources et de dire voilà, c'est comme ça, c'est une réalité, même si chez vous, dans votre jardin, vous en rendez pas forcément compte.
il y a des populations qui le vivent tous les jours, avec des réfugiés climatiques qui se prennent des tornades, des tempêtes. Enfin, nous, il faisait 30 degrés au pôle arctique là en ce moment. Enfin, il y a quelques jours, c'est complètement fou. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit non, au mois de mai, il faisait un petit peu frais, donc il n'y a pas vraiment de réchauffement climatique. Enfin, il y a des climato-sceptiques qui pensent ça. Donc moi, je pense que c'est important de donner les chiffres tels que les scientifiques nous les établissent et de les regarder en face. Alors, il y a des courants de pensée qui pensent que cette fin de la civilisation telle qu'on la connaît pourrait aussi, en fait, finalement, avoir des conséquences positives parce que si nous on disparaît, finalement ce ne serait pas une super bonne nouvelle pour le reste des êtres vivants qui n'ont rien demandé. Alors certains pourraient disparaître avec nous, d'autres pas. Moi je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais voilà, certains se posent cette question-là. Est-ce que finalement, l'effondrement, oui, et puis voilà, c'est pas grave, non, je peux pas dire c'est pas grave, mais effectivement, peut-être que débarrassé de ces parasites, la Terre s'en porterait pas plus mal. Donc moi, je me prononce pas là-dessus, mais sachez que voilà, il y a ce courant-là, il faut le respecter comme d'autres courants moi, je pense qu'il faut continuer à se battre de toute façon. C'est pour ça que je vais continuer pour expliquer un petit peu ce qui se passe, le constat. Pourquoi est-ce qu'on réagit pas ? Comment ça se fait qu'on a les preuves, on a les chiffres, les scientifiques nous alertent et il n'y a pas beaucoup en tout cas, les gouvernements ne prennent pas les mesures nécessaires. Alors moi, je m'intéresse beaucoup au cerveau. Je suis pas du tout scientifique, mais par contre, ça m'intéresse d'essayer de comprendre ce qui se passe dans nos têtes, parce que quand j'ai pratiqué la communication animale, c'est très compliqué à expliquer en tant que personne rationnelle, parce que il n'y a pas d'études qui ont été faites sur ce qui se passe dans notre cerveau il y a des études qui ont été faites sur la méditation. Donc on sait qu'il y a quand même des zones du cerveau qui s'activent plus que d'autres quand on est en état de méditation. Mais le cerveau, il n'a pas livré tous ses secrets. Et là, on commence tout juste à photographier des trous noirs, donc on va encore attendre un petit peu pour que la science nous permette de comprendre certaines choses, et notamment de ce qui se passe dans notre tête. Et donc, il y a des travaux qui ont été faits. Là, j'ai cité deux spécialistes, Per Epsen, Stokes, et Sébastien Boller en France, qui explique un peu la même chose. C'est que notre cerveau, en fait, son objectif, c'est de toujours éviter les problèmes, le stress. Donc, il ne veut pas entendre parler d'effondrement, de chute de la biodiversité. Ça c'est beaucoup trop stressant. Il ne faut pas en entendre parler. Donc, pour lui, il faut mettre en place tout de suite des mécanismes rassurants pour diminuer l'impact de ce stress et donc continuer à vivre, tout simplement. Parce qu'en fait, cette prise de conscience, elle est à peine imaginable. Donc, le cerveau, il va mettre en place des mécanismes pour se dire non mais ça va aller, donc on va plutôt allumer la télé et se divertir et voir des trucs un peu rigolos pour oublier cette réalité. Alors oui, donc ces mécanismes, c'est bien de se défendre parce que c'est assez terrible la réalité, mais le problème c'est que, résultat, qu'est-ce qui se passe ? Chez la majorité des êtres humains, on ne fait rien. Oui, puisque le cerveau a mis en place un mécanisme pour enlever ce stress. Donc, on ne fait rien, ou presque. Heureusement, il y a quand même des personnes qui vont un petit peu au-delà de ce stress et qui domptent un petit peu leur cerveau pour leur dire bon, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc ces personnes qui se battent au quotidien pour alerter, informer, puis qui vont sur le terrain, puis qui font des choses, il y en a beaucoup, heureusement. Il faudrait qu'il y en ait de plus en plus, mais c'est grâce à ces personnes qu'on dit bon, voilà, il faut changer de paradigme, changer radicalement la façon dont on vit aujourd'hui. Donc, comment alors c'est bien d'informer, moi c'est ce que je fais, mais je trouve que ça suffit plus aujourd'hui. Il y a une urgence qui est telle qu'on n'a plus le temps, d'attendre. Donc il y a certains chercheurs qui proposent de modifier les comportements par le biais de l'engagement. Il a été prouvé que quand on s'engageait par écrit, notamment M. Girandola qui a écrit des études là-dessus, ça permettait quand même de modifier des habitudes, des comportements. Donc comment s'engager par écrit ? Il y en avait qui avaient proposé, comme Nicolas Hulot, ils avaient fait des pactes écologiques, des choses comme ça. C'était peut-être un peu trop tôt, ça n'a pas fonctionné, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être repris, en tout cas, de s'engager d'une manière ou d'une autre,
par écrit ou autre, mais à changer nos habitudes et à l'incarner. On pourra peut-être à ce moment-là avancer un peu. Donc évidemment l'éducation, Bruno commençait à en parler un peu, on a vu ça avec Anissa, c'est que il faut que ça commence jeune. Moi, je pense personnellement que dès le plus jeune âge, vraiment même les bébés, ils peuvent comprendre beaucoup plus de choses qu'on imagine. Ce sont des êtres tout à fait évolués. C'est important en tant que parent ou famille ou amis de transmettre ce respect du vivant sous toutes ses formes. Donc là, on parle pas seulement des animaux, mais moi, j'aime beaucoup les arbres, les plantes. J'ai infiniment de respect pour ces êtres aussi qui méritent complètement notre considération. Donc, c'est important de leur transmettre des bases d'éthique. L'éthique, alors je ne vais pas rentrer sur un cours sur l'éthique parce que ça me prendrait 1 heure, mais d'essayer de le transmettre. Il y a plein de façons de le transmettre par l'exemple. C'est-à-dire, moi j'aime bien montrer à ma fille, on caresse les feuilles des plantes qu'on a pour les aider à pousser mieux. Évidemment, avec nos animaux, on apprend plein de choses pour leur montrer que ce sont des êtres qui sont dignes de respect. Donc à l'école, évidemment, on va sortir de la logique de compétition pour essayer très tôt de montrer ce que c'est que l'empathie, l'altruisme. Il y a différentes façons de le faire. On peut apprendre la méditation à l'école. Il y a des class tests qui ont montré qu'il y avait des beaux résultats. Pourquoi s'en priver ? Ça coûte rien. Et c'est quelque chose qui pourrait être mis en place assez facilement. Moi, je l'ai proposé à l'école maternelle de ma fille. On m'a dit non. Non, parce que c'est compliqué à mettre en place. Alors je proposais de le faire bénévolement. Bon, ça n'a pas marché, mais peut-être dans une autre école ça marchera. Il faut qu'on apprenne aux enfants très tôt l'égalité des chances, la solidarité, donc toutes ces valeurs qui tournent autour du respect du vivant. Ça va ensemble, les droits sociaux, la juste répartition des richesses, l'accueil des migrants, le partage du travail, le respect des opinions et des croyances, la liberté d'expression. Ce sont des valeurs qu'il faut vraiment généraliser dans les écoles. Après, au quotidien, on parle beaucoup d'antispécisme, c'est d'ailleurs un terme qui a fait son apparition dans le dictionnaire récemment, c'est une bonne chose. Et on sait maintenant que les animaux, là je vais parler plutôt des animaux non humains, ils sont dotés de ce qu'on appelle la sentience, c'est-à-dire la capacité à ressentir des émotions notamment. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites par les éthologues, je pense à France Deval ou autres, il y en a vraiment de la littérature sur le sujet et c'est passionnant quand on se plonge dans ces ouvrages. Et on dit que la sensibilité, donc, c'est un critère de considération morale. Donc on revient un peu à l'éthique, et je pense que c'est des notions qui paraissent un petit peu compliquées peut-être pour le grand public, mais pourtant qui sont très très importantes, parce qu'en fait tous les jours ce sont des victimes qui souffrent quand on parle des animaux non humains, que ce soit de la vache qui va à l'abattoir ou du dauphin qui a le pagaie dans des filets. Ce sont des personnes non humaines, des victimes qui souffrent tous les jours. Donc il faut qu'on redonne sa juste place à l'éthique. Est-ce qu'on peut encore continuer à les exploiter comme on fait aujourd'hui, une fois qu'on sait que ce sont des personnes qui ont des émotions ? Est-ce qu'on peut le faire ? En fait, l'objectif, c'est de, tous les jours, si on le peut, au quotidien, dans nos actions, dans notre façon de faire, de vivre, d'améliorer des situations où la douleur, la peur, la tristesse sont présentes. Donc, quand on voit un être en souffrance, moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Je voudrais améliorer cette situation. Donc, je le fais à mon échelle, mais ça aurait tellement plus d'impact si tout le monde le faisait à son échelle aussi. Donc bon, je vais passer vite fait sur ces notions, mais c'était simplement pour vous les rappeler, la différence entre le véganisme et l'antispécisme, donc des valeurs peut-être à apporter au quotidien. Donc le véganisme, c'est l'engagement à ne pas œuvrer dans la mesure du possible à l'assujettissement, au mauvais traitement ou à la mise à mort d'êtres sensibles. Et l'antispécisme, c'est très proche, mais c'est plus une philosophie. C'est pas le véganisme, c'est au quotidien, c'est de la façon dont on s'habille, dont on mange, dont on traite les autres. Et l'antispécisme, c'est un état d'esprit, une philosophie selon laquelle l'espèce n'est pas un critère pertinent de considération morale. Donc je ne vais pas faire une discrimination parce qu'il y a une espèce qui est différente de la mienne. Et donc l'éthique, on y revient, ça consiste à porter un regard critique, informé par des valeurs dont on parlait tout à l'heure, sur ce qui existe pour le changer lorsqu'il est opportun de le faire. Donc on a la possibilité de changer. On peut le faire. En fait, on est libre de le faire. Donc pourquoi s'en passer ? Donc au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Finalement, c'est facile et très difficile parce que ça demande de sortir de sa zone de confort.
pour moi, en tout cas, je trouve que chaque geste va compter. Chaque attitude qu'on a. Donc Bruno en a parlé tout à l'heure, la façon dont on se comporte avec soi-même, en premier lieu. Donc c'est sûr que se faire du mal, fumer, ne pas dormir, s'infliger des choses un peu inutiles, malheureusement, ça ne contribue pas à améliorer aussi le sort des autres, puisqu'ils nous côtoient, et donc si on n'est pas bien, les autres ne vont pas être bien. Et je pense que c'est important de faire très attention à ce qu'on dit. Pour moi, les mots sont primordiaux parce qu'ils ont une vibration, ils ont un pouvoir, et notamment quand on parle à un enfant, si on va lui dire ah, t'es vraiment insupportable. Et l'enfant, il va prendre ces mots-là et il va être insupportable parce qu'on l'a désigné en tant qu'insupportable. Donc c'est sûr qu'il y a tout plein de violences éducatives ordinaires, les VO dont je ne vais pas parler ici, mais c'est très important d'adopter la communication non violente. Donc c'est là que je désigne la CNV, parce que ça change la vie quand on va s'adresser avec bienveillance aux autres, en choisissant des mots sans l'accuser, sans le juger. Le discours ne va pas être le même. Donc c'est important pour chaque geste de faire des... Enfin, moi j'aime bien que ce soit doux, enrobé. Je n'aime pas agresser les gens, j'aime pas les juger parce que je sais que ça sert à rien et puis on se sent pas bien. Donc la méditation, je ne vais pas épiloguer parce que Bruno en a bien parlé, puis vous pouvez l'expérimenter aussi. Et en pratique, le respect des non-humains, par exemple, moi je donne un exemple concret, j'ai un poney donc, que je vous ai présenté tout à l'heure, et selon le véganisme, on ne monte pas sur le dos de son cheval. Alors par contre, moi j'ai une relation où j'estime qu'il faut faire en fait en fonction de la personne qu'on a en face de soi, et moi mon poney, en fait on a un code. Si on a envie d'aller se balader pour aller un petit peu plus loin ensemble, pour trouver de la meilleure herbe, un plus beau paysage, s'il veut bien que je monte sur son dos, il me le dit. Et c'est-à-dire que quand je lui présente la selle, il bouge pas. Si le jour où il n'a pas envie, il se tourne, je ne vais pas le monter parce que je respecte, pour moi, il a un libre arbitre. Donc voilà, on fait des petites choses une fois par mois de temps en temps. Et donc ça, c'est ce que j'appelle le respect, c'est que je le prends en considération. Je ne vais pas lui imposer mon choix en disant, moi j'ai envie d'aller me balader, donc maintenant tu me portes. Donc c'est hors de question. Si lui, ça lui fait plaisir et qu'on a un contrat, et dans ce cas-là, ça marche. Mais chacun fait comme il le sent. Mais c'est important de le faire avec respect. Et le monde végétal aussi, pour moi c'est très important, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien que tout le monde plante des haies, s'ils ont un jardin, pour faire revenir les oiseaux, les insectes, les hérissons sont en train de disparaître, on le sait. Donc plantons, si on a la possibilité de le faire. Alors, dans la consommation, dans le monde de tous les jours, ça c'est quelque chose qui me marque beaucoup, c'est qu'avant j'allais dans les supermarchés pour faire mes courses, parce que j'habitais à Paris, c'était pratique. Maintenant, ça ne me viendrait plus à l'esprit, parce que je me rends compte que la publicité, c'est une arnaque sans nom. On nous fait croire des choses complètement fausses. Mais on a tellement été bercés là-dedans pendant toute notre enfance, avec des injonctions. Il faut acheter tel produit parce que ça va vous rendre comme ça. Non, c'est pas vrai. On peut se passer d'énormément de choses. Moi, je me rends compte que je consomme maintenant complètement différemment en n'allant plus dans les supermarchés. On va donc chez un petit producteur local. Si on a un jardin, c'est l'idéal évidemment. On a des voisins qui peuvent aussi nous donner des fruits et légumes. Sinon, on va chercher dans une AMAP les produits frais. Et puis il y a des épiceries. Moi, j'ai une petite épicerie dans mon village qui n'est pas un grand village, mais une épicerie où des produits locaux sont proposés. La farine est faite à côté. Enfin voilà. Donc on peut vraiment trouver de tout, et ça se développe quand même. Il y a des circuits courts maintenant qui se mettent en place. Dans sa façon de vivre aussi tous les jours, moi, j'ai plus envie d'acheter du neuf. Quand je peux, j'achète des produits d'occasion, que ce soit pour ma fille, pour moi. J'essaie de réparer, je vais à la bibliothèque et j'essaie de moins acheter de livres, parce que ça c'était un peu notre péché mignon, les livres. J'aimais bien les acheter, mais je préfère maintenant les prendre à la bibliothèque si possible, ou les emprunter, les prêter. Enfin, il faut que ça circule. Puis voilà, en dernier lieu, on essaye de recycler, mais l'objectif, pour moi, mon but dans la vie, c'est de plus sortir de poubelle du tout. Il y en a d'autres, mais ça fait partie des objectifs. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, changer de banque notamment, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ils financent des produits qui sont complètement polluants, des centrales à charbon, des choses très laides. Et voilà, il y en a pas beaucoup, je ne vais pas vous le cacher, des banques éthiques, il y en a une ou deux. Mais voilà, on peut essayer de faire ce pas pour se dire qu'on arrête de financer des géants qui sont quand même
qui sont quand même très énergivores. Et puis, évidemment, dans les ressources, tous les jours, il y a des choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Ah oui, tiens, je vais aller acheter une bouteille en plastique pour prendre l'eau. Non, moi, j'essaie de plus le faire du tout. J'essaie d'avoir ma gourde, j'essaie de prendre des douches les plus courtes possibles. Voilà, je peux pas m'empêcher de le faire, même si on va me dire c'est ridicule, c'est bon, il n'y a pas la sécheresse. Je sais pas, demain, après-demain, ça se trouve, on se dira mais tu te rappelles l'époque où on mettait dans les toilettes de l'eau potable. Moi, ça me paraît dingue de me dire que c'est du gaspillage. J'aime pas le gaspillage, ça me hérisse les poils. Donc voilà. Après, j'ai cette prise de conscience et j'espère que le plus grand nombre possible pensera à toutes les conséquences des actions qu'on a. Donc, j'aimerais aussi terminer par une note un petit peu plus optimiste parce que même si on a parlé tout à l'heure d'effondrement, que c'est plus que probable dans le sens où les études, les chiffres ne mentent pas, je pense que c'est important de s'engager. Et il y en a qui disent de toute façon c'est foutu, donc on arrête, on fait plus rien. Moi je pense qu'il faut quand même continuer à agir et ne pas être un spectateur impuissant. Moi je suis contente de voir des jeunes qui militent pour le climat, qui organisent des événements, qui sont inspirés et qui sont inspirants. Donc tout ça va se faire dans la non-violence, évidemment. Moi, je ne suis pas pour aller casser des vitrines, pour libérer des animaux qui vont finir par mourir. Donc il faut faire les choses de la façon la plus non-violente possible. Et au quotidien, il ne faut pas non plus se flageller. Moi, j'ai un peu tendance à être dure avec moi-même et dire « je n'ai pas fait ça ». Mais il faut vraiment essayer d'être doux envers soi-même pour se dire qu'on fait du mieux qu'on peut, quoi qu'il arrive. Et puis, moi, ça me rassure un peu en me disant la planète, elle s'en remettra. Pour moi, c'est une note positive, même si c'est un avenir que je ne verrai pas, mais elle s'en remettra. Voilà. Et donc, je termine sur une image de ma petite fille. Et j'ai envie vraiment qu'elle puisse continuer en grandissant à voir tout ce que moi j'ai vu, tout ce que j'ai eu la chance de vivre. Là, c'était au Costa Rica et c'était un bilan carbone désastreux, mais c'était un voyage magnifique parce que c'est un pays qui a compris beaucoup de choses, qui essaye de vraiment faire changer les choses et c'est assez réussi. Donc bravo le Costa Rica, j'espère que tous les pays prendront l'exemple. Voilà. Merci beaucoup Ava. Eh bien, écoute, merci. Vraiment, c'était très enrichissant. Puis j'ai beaucoup aimé parce que tu es complètement dans la solution. Parce que ce que tu viens de dire, effectivement, on peut tous, à notre niveau, faire un geste et que ça ne demande pas tant d'efforts que ça. Il faut juste changer ses habitudes, quoi. C'est peut-être ça la difficulté qu'ont les gens, c'est de ne pas rester coincés dans leurs habitudes et de se dire ouais, c'est alors moi ce que je te propose, il y a juste Loïc qui voudrait intervenir parce que le streaming a l'air de faire bouger les gens. Donc est-ce que tu voulais nous dire quelque chose à propos de... Je sais pas si le micro... Ouais, super. Oui, pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, des personnes qui nous suivent de partout en France. Alors évidemment, beaucoup de réactions autour de l'intervention d'Anissa qui a ému beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. J'ai notamment un petit message pour toi, Anissa. Je pense que tu la connais. Agnès Onclair qui dit « Anissa est ma petite fille et je suis très fière d'elle et de sa prise de conscience si précoce. Merci à vous tous de cette bienveillance dont notre monde a tant besoin. Agnès. » Alors, j'aimerais dire rapidement merci mamie. J'ai pas grand chose à dire, ça me fait vraiment plaisir, je suis très contente d'être ici. Et oui, pour revenir un petit peu sur ce que Célia a dit, je trouve que par rapport aux gestes qu'on peut faire pour changer, pour arrêter de manger de la viande, de consommer du plastique, de moins se déplacer avec des avions, tout ça, c'est vraiment moindre par rapport aux conséquences positives que ça aura. Et je trouve qu'on a des réactions beaucoup trop négatives par rapport à ça. On m'a dit qu'être végane c'était trop difficile parce qu'il fallait un petit peu chercher pour manger local et bio et sans viande. Mais c'est qu'on ne se rend vraiment pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et que nous, si on n'existe plus, bien sûr, on ne pourra plus aller au restaurant du coin. Voilà. Oui, tout à fait.
Oui, je pense que alors, ce qui est important, c'est qu'on réalise tous, et puisqu'on a parlé du sens de responsabilité, et c'est ce que je disais au départ, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux, on a de plus en plus conscience, et je l'espère d'ailleurs, de l'impact qu'ont chacun de nos gestes, de nos choix. Par exemple, on pense que c'est un geste anodin, et c'est pas du tout pour pointer les fumeurs du doigt, mais quand vous jetez un mégot de cigarette, vous avez l'impression que vous êtes le seul à jeter ce mégot de cigarette. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui fument, et ça fait au total 12 milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés par jour, sachant qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau. Amusez-vous à faire le calcul, vous allez voir la quantité d'eau qui est polluée chaque jour. Et il y a une augmentation de la population, on est 7 milliards 4 aujourd'hui. On ne peut pas... Non, ça a lâché. Et on ne peut pas, aujourd'hui, je pense qu'on doit faire cet effort et reconsidérer, en dehors de la souffrance animale, mais le fait qu'on ne pourra pas nourrir 7 milliards d'individus avec de la viande. Ça devient insensé, parce que c'est les masses d'animaux que ça représente. Donc là, on peut parler vraiment de destruction massive. Donc, je pense qu'il faut arriver maintenant à se raisonner, à réfléchir et à se dire comment est-ce qu'on peut faire. Alors, on aura l'occasion, on va échanger, il y aura des questions qui vont se poser, c'est de se dire, parce qu'on est conditionné, on vit avec l'idée qu'on a absolument besoin de viande. Il y a des contradicteurs aujourd'hui qui disent oui, c'est extrêmement dangereux. J'aurais envie de poser la question à ces soi-disant scientifiques qui étudient la question. J'étais végétarien avant, j'ai mangé de la viande aussi. Je suis végétalien depuis 5 ans, je n'ai pas la moindre carence. Il faudra qu'il m'explique comment ça se fait, si c'est nocif de ne pas manger de viande, comment ça se fait que j'ai un parfait équilibre. Je n'ai jamais été aussi en forme, j'ai une santé resplendissante, j'ai jamais eu autant d'énergie. Vous pouvez d'ailleurs demander à Nathalie, elle est témoin. Et donc, si ça plombait la santé de se priver de substances, et quand je dis plus la moindre substance animale, aucune, sous aucune forme. Donc, au contraire, je n'y ai trouvé que des bénéfices. Donc, il y a des questions qu'il faut se poser. C'est plus une question de bien et de mal, de savoir s'il faut faire comme ci, comme ça. Je pense qu'il faut essayer de faire preuve d'objectivité, de se poser les vraies et les bonnes questions pour se dire est-ce qu'il n'est pas temps maintenant, effectivement, d'arriver à ce point de se dire on a tous une responsabilité. On influe tous, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, on a une influence sur le monde et donc sur notre condition à venir. Et je pense qu'il faut arriver à ce point de réflexion. Alors ce que je vous propose maintenant, pour faire avancer les choses, c'est de faire participer le public. Oui, je voulais juste ajouter, pour rebondir sur ce que disaient Célia et Anissa, ce n'est pas difficile de changer ses habitudes. On se trouve confronté en fait à une certaine paresse. Il faut faire l'effort d'eux. Et c'est ça que les gens n'ont pas envie de faire. Donc voilà, c'est facile de mettre en place des choses pour changer ses habitudes. Il faut juste en faire l'effort. Je dirais qu'il y a peut-être une question de fond. Je l'ai abordée justement dans le livre. On ne peut pas désirer une chose et cultiver son contraire. Il y a une question de fond qu'on doit se poser. Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que nous voulons ? C'est une question qui a l'air évidente comme ça et simple, mais elle implique cette question de se poser maintenant, qu'est-ce que je fais pour l'obtenir ? Est-ce que nous voulons un monde meilleur, un monde où il y a plus de paix, où il y a moins de souffrance ? Est-ce que nous voulons continuer à participer à cette destruction ? Est-ce que nous avons envie de voir nos enfants évoluer dans un monde où ils peuvent respirer de l'air pur, où ils sont sûrs de ne pas se contaminer en allant dans l'eau ? Est-ce que... Je pense que ça, c'est des questions vraiment qu'on doit se poser parce qu'elles nous amènent justement au choix qu'on va faire. Je ne peux pas désirer une chose et cultiver son contraire. C'est-à-dire, je ne peux pas aspirer d'un côté au bonheur, tout en sachant que je participe directement ou indirectement à la souffrance d'autrui, et notamment à la destruction de la planète.
Et je pense m'adresser ici à toutes les personnes qui sont ici, à des gens responsables, à des gens qui ont envie de prendre leurs responsabilités et de se dire, effectivement, à mon niveau, le moindre petit acte peut compter, parce que de la même façon que la personne qui jette négligemment son mégot de cigarette dans la nature, en sachant qu'on est des milliards à le faire, on peut se dire aussi que le plus petit geste que je vais faire, eh bien, si des milliards font la même chose que moi, demain, ça peut changer. Et on aura un autre résultat. C'est important, la notion de résultat. Ça veut dire résulte de. C'est un aboutissement. Et si on veut un résultat différent de celui qu'on a obtenu jusqu'à aujourd'hui, eh bien, comme disait Einstein, on ne peut pas espérer avoir des résultats différents en continuant à fonctionner de la même façon, en continuant à penser de la même façon, en continuant à agir de la même façon et en continuant à s'exprimer de la même façon.